Bonjour à toutes et à tous. Ma chaîne a été lancée il y a environ 12 ans et depuis, j'ai recueilli un certain nombre de questions récurrentes. Je me suis dit que je pourrais les utiliser pour une sorte de vidéo questions-réponses. Je vais les lire et y répondre ici. Je ressens que la principale différence entre cet enseignement et d'autres méthodes, c'est que celui-ci ne décrit pas l'effet de jouer avec des mains détendues, ou de façonner correctement une phrase musicale, ou de jouer avec un legato chantant. À la place, il enseigne en détail comment créer en soi-même la sensation juste de legato, de phrasé ou de main détendue, et ensuite comment l'exprimer au piano. Et c'est un sujet très important dans l'éducation pianistique depuis de nombreuses années. Et ce n'est pas une question de chercher des coupables. Malheureusement, avec ce type d'enseignement, lorsque des professeurs qui ont eu la chance de savoir jouer naturellement et intuitivement essaient simplement de décrire le résultat de leurs propres sensations, cela finit par laisser beaucoup d'élèves avec le sentiment de ne jamais être à la hauteur. C'est très simple. Si vous regardez n'importe quelle masterclass sur YouTube, si vous ne pouvez pas y assister en personne, par exemple, on retrouve ce même schéma chez presque tous les professeurs. Ils décrivent l'effet. Ils décrivent le résultat de ce qu'ils ressentent lorsqu'ils jouent en legato, lorsqu'ils articulent, ou lorsqu'ils expriment une dynamique ou le poids du bras. Et si la personne qui apprend ne parvient pas à ressentir cela simplement à partir de cette description, elle finit malheureusement par se retourner contre elle-même, pensant qu'il y a quelque chose qui cloche en elle. Cela génère beaucoup d'anxiété et d'insécurité. Et je pense que ce n'est jamais vraiment abordé. Je ne crois pas qu'on ait jamais créé un système qui permette aux étudiants de générer par eux-mêmes les sensations justes, nécessaires à une expression musicale authentique et de les utiliser de manière indépendante pour chaque nouvelle pièce. Le manque de clarté, l'absence d'une méthode pédagogique précise, tout cela fait partie du problème. Décrire les effets musicaux plutôt que d'expliquer comment les ressentir de l'intérieur. Ce sont des points dont il faut parler plus ouvertement. Et j'espère que mon enseignement, à son échelle, peut contribuer un peu à cet objectif collectif que nous devrions viser. Oui, une autre grande différence dans mon approche est que j'apporte l'idée de créer la musique entre les notes, dans les espaces entre les notes. Cela rejoint ce que je viens d'évoquer. Il faut se concentrer davantage sur la façon d'aider les pianistes à ressentir par eux-mêmes, plutôt que de copier le résultat que l'on voit lorsque quelqu'un joue bien. Explorer cette idée que la musique se crée et se contrôle entre les notes me semble absolument essentiel. Il y a une différence entre toucher une touche et se rendre compte que cela n'a absolument pas exprimé ce que nous voulions dire en termes de dynamique, de phrasé ou même d'uniformité dans la technique, le timbre ou le rythme.
Et cela peut faire peur parce que nous n'avons pas le contrôle. Nous ne savons pas comment corriger cela. Être capable, avant de toucher la touche, de créer les bonnes sensations au bout des doigts, dans les ligaments, les tendons ou les muscles de la paume qui contrôlent le toucher des doigts, cela est essentiel. L'espace entre deux notes, c'est là où nous pouvons créer notre son mentalement. Et cette image sonore se traduit naturellement jusqu'à la pulpe du doigt, qui touche la touche de manière à refléter précisément ce que nous avons imaginé. Cet entre-deux est aussi l'espace dans lequel nous contrôlons les muscles des doigts à travers notre champ intérieur, à travers les cordes vocales, à travers cette sensation de résistance douce. En chant, on appelle cela le portamento, un glissando soutenu. Quand nous chantons avec glissando, au lieu de simplement énoncer les notes, nous pouvons entrer dans ce portail magique qui existe entre les notes. Et physiquement, cela devient une impulsion intérieure que nous faisons passer avec cette résistance vers les muscles des doigts dans la paume. Ainsi, avant de toucher la prochaine note, si nous la chantons avec glissando et que nous préparons en même temps doucement les muscles, tendons et ligaments spécifiques qui vont entrer en jeu, c'est ainsi que nous contrôlons le son. Donc je pense, encore une fois, que c'est ce qui différencie vraiment cet enseignement de beaucoup d'autres. Et c'est aussi un excellent point de départ pour comprendre qu'on peut jouer avec des mains détendues tout en créant et en contrôlant la musique. Sinon, si on commence à l'envers, en décrivant simplement l'effet ou la sensation que l'on a quand tout fonctionne bien, cela ne marchera pas. Combien de fois avons-nous entendu qu'il faut détendre l'avant-bras tout en gardant le poignet assez ferme ou souple par exemple, et les doigts légèrement pincés ou accrochés? C'est très vague, très flou et complètement déstabilisant pour quelqu'un qui n'a jamais ressenti les bonnes sensations de départ. Et cela sans même parler du fait qu'il faut d'abord s'attaquer à la cause de la tension, cette anxiété qui nous empêche de ressentir et de voir les choses clairement. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors oui, je ne sais pas. Si j'avais reçu 1 euro pour chaque commentaire sur le chant intérieur au cours de ces 12 dernières années, je pourrais probablement m'acheter une maison aujourd'hui. Encore une fois, je pense que cette question est liée à celle qu'on a évoquée plus tôt à propos de la création musicale dans l'espace entre les notes. Le chant intérieur est ce qui nous permet de ressentir cet espace entre les notes grâce à une légère résistance dans notre voix intérieure, et cela nous donne le contrôle de cet espace. Cela nous permet, et en conséquence, de contrôler les muscles de nos doigts quand on touche la touche. Sans chant intérieur, chaque touche est simplement un accident, car ce n'est pas un geste préparé. Les doigts font juste un petit mouvement comme « Bon, je joue maintenant ». Ce n'est pas préparé, pas prêt. Il ne sait pas ce qu'il veut dire. Ce n'est pas un geste contrôlé de manière saine. Donc le chant intérieur est absolument essentiel pour la technique, mais c'est bien plus que cela. Lorsqu'on est capable de créer cette sensation entre les notes à travers le chant intérieur, cela devient un canal pour maintenir et exprimer beaucoup d'autres choses, les moyens d'expression musicale. Comme par exemple le poids du bras, sont un autre sujet, peut-être pour une autre fois, mais j'en ai déjà parlé souvent. Même lorsque nous ressentons correctement cette énergie libre dans notre corps et que nous parvenons à la transmettre à l'instrument, l'obstacle suivant est
comment la maintenir, comment continuer à jouer avec le poids du bras. Comment s'assurer que dès que l'on joue en forte, cette sensation ne disparaît pas, que le son ne devient pas dur ou percussif. Cela n'est possible que si nous exprimons cette énergie libre du corps, c'est-à-dire le poids du bras, à travers notre chant intérieur. Il y a une différence entre chanter comme ceci Le second est bien plus puissant. Il semble venir sans effort et ne génère aucune tension dans le corps ni dans les cordes vocales. Tout le monde connaît les bienfaits du poids du bras. Nous jouons avec moins d'effort, sans avoir besoin de forcer pour jouer fort, et nous produisons un son rond et chaleureux en engageant l'énergie libre de tout notre corps. Mais si ce lien entre les notes n'existe pas, il est impossible de maintenir cette énergie. Même si tu peux le chanter en théorie avant de commencer à jouer, comment continuer à rester dans cet état en jouant? C'est très flou. Parfois, tu ne sais même pas si tu utilises encore le poids du bras ou pas. Avec cette technique, c'est très clair. Et si tu as un doute, tu peux toujours chanter à haute voix pour vérifier s'il y a une différence ou non. Et bien sûr, c'est une manière magnifique d'exprimer le phrasé et l'articulation, d'une manière très saine et très belle. Parce que, encore une fois, lorsqu'on parle de modeler le phrasé, on peut le comprendre avec la tête. C'est déjà un grand pas de savoir clairement comment façonner un phrasé. Parce qu'en réalité, personne ne l'enseigne de manière claire. Chacun a sa propre approche et tout cela reste très flou. Cela peut fonctionner pour une pièce, mais il est impossible de copier-coller ce même modèle dans une autre. Mais même si tu as une vision claire, même si tu vois la structure d'ensemble, les petites unités, et tu sais par exemple que là se trouve le point de tension, tu ne peux pas exprimer cette image mentale uniquement par le jeu. Il faut un vecteur. Et l'intonation, le chant intérieur, devient ce vecteur. Disons que tu as un motif. So let's say we have this motif. Et que tu arrives à cette carte ascendante. Si tu te contentes de chanter les notes oui, tu peux utiliser un peu de rubato, un peu de dynamique pour souligner la carte, mais cela reste un peu artificiel, ce n'est pas du chant naturel. Par contre, si tu le chantes avec de l'intonation et que tu exprimes cela avec le poids du bras, cela devient plus rond, plus fluide, plus tridimensionnel. Et cela se reflètera dans ton ressenti corporel et dans tes muscles.